Je démarre l'enregistrement en même temps. Ça va, Naëli? Ça va très bien, juste un peu malade. Ah, Bonjour. bonjour Adéwal, Otep. Ah ben c'est la période, hein. Tout le monde attrape un petit virus, un rhume. Bon, c'est bientôt les vacances. Tu vas pouvoir complètement te reposer. Naëli, tu es en quelle classe déjà? Tu m'as dit quatrième? Non, moi je suis en première STMG. Ah, tu es en première STMG. Ok. Mais déjà, ah oui, je pensais que tu étais au collège. Mais c'est bien. Première STMG, c'est comme mon fils. Mon fils est en première STMG. Tu te destines à la finance, à la gestion, comptabilité, Je pense faire plus marketing. mercatique. Ok. Marketing. Bon, c'est des métiers où les jeunes vont en ce moment. Il y a beaucoup de demandes, effectivement. Bon, ben, on va commencer. On va commencer. Les autres vont nous rejoindre. Otep, Tot. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On va commencer pour ne pas perdre de temps. Alors, l'histoire dans laquelle on est embarqué est assez long, profond. Euh, je sais pas jusqu'où on va aller, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on tranche et on arrête. Parce que le livre que je suis en train de vous lire, d'ailleurs, c'est un livre que j'avais acheté sur Amazon, mais c'est un Kindle. Donc, je l'ai pas en physique, je l'ai à travers la plateforme Kindle. Mais il est assez intéressant parce que je l'ai choisi parce que il retrace vraiment l'histoire d'Isis, Osiris, Seth, Horus, Anubis, etc. Dans sa dimension un peu romancée, mythologique. Mais vous avez pu l'observer, il y a toujours un fond caché, qui soit scientifique, psychologique, voilà, donc scientifique dans sa dimension un peu cosmogonie, puisqu'on parle des astres, scientifique par rapport aussi à la géographie. On nous parle d'inondations, de fleuves, etc. Il y a plusieurs aspects, l'agriculture, tout ça. Donc ça, ces connotations-là, ces ramifications-là. Donc les Kemtiu de l'ancienne Égypte avaient bien observé leur environnement et l'avaient décrit à travers des contes et des mythes qui sont les fondements même de la civilisation, en fait leur vision du monde. Et, et cette vision a été reprise par les Grecs, hein, on le voit, parce que j'ai acheté un autre livre qui raconte en fait l'histoire de la passion d'Isis pour Osiris, qui a été écrit par le grec Plutarque. Hein. Plutarque a vécu vers la fin de l'ancienne ère, avant et a écrit vraiment, c'est Plutarque qui a le plus compris à l'époque l'histoire d'Osiris et qu'il a retranscrit, qu'il a raconté. Mais il a transformé les noms. Hein. Seth est devenu Typhon. Il y a d'autres noms qui sont un peu plus grécisés. Et ça nous aurait un peu perdu. Donc j'ai préféré revenir à une histoire qui utilisait certes des mots grecs, mais qu'on comprendrait mieux tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et donc on a vu Isis et Osiris, leur histoire. On a vu la tromperie
d'Osiris vis-à-vis d'Isis. On a vu comment Seth a piégé Osiris. On a vu comment Isis a récupéré le corps d'Osiris, comment son corps a été reconstitué avec l'aide d'Anubis et de Nephthys. Et donc tout ça se terminait toujours par des conclusions où on parlait de cosmogonie. Par exemple, l'histoire sur laquelle on s'était arrêté, c'est, je vais passer juste à l'arrière, ici, voilà. Donc on nous disait ici, j'ai agrandi un peu pour que vous voyez mieux, on nous parle de l'étoile Sotis, qui est l'étoile qu'on apparente à Isis, et on dit ici que, si je reprends la dernière phrase, juste derrière lui se lève la fidèle Isis, étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien, notre Sirius, que les Égyptiens nommaient Sotis. Donc Isis, c'est l'étoile Sirius, que les Égyptiens ont nommé Sotis, ce qui veut dire lacérée, celle qui possède l'acuité et vivacité d'esprit. N'est-ce pas elle, en effet, qui annonce l'inondation au premier jour de l'année égyptienne? Donc, on conclut l'autre partie pour nous dire que là, on parle vraiment de cosmogonie et d'agriculture, puisque l'inondation en Égypte antique, c'est ce qui permettait d'inonder les rives du Nil et permettait la fertilisation des sols et la pousse du blé, par exemple, ou des cultures. Donc, Osiris est aussi assimilé à ce fleuve Nil-là qui se répand sous l'influence entre guillemets, d'Isis. Vous voyez que les mythes, derrière les mythes, il y a toujours une connotation scientifique. Donc voilà, donc pour vous remettre dans le bain, je voulais faire cette petite précision à chaque fois pour qu'on recadre les choses. Mais là, on va commencer, on va lire, je pense jusqu'à midi, on va voir jusqu'où on peut lire l'histoire d'Horus et Seth à la suite de la, entre guillemets, la résurrection d'Osiris. Je vais commencer à lire, ou alors si quelqu'un veut lire, qu'il le dise, et il peut lire. Je vous laisse le libre choix. Qu'est-ce qu'il faudrait bien lire? Personne? Bon, mais je vais lire alors. La rivalité, donc Horus et Seth. La rivalité entre Horus, le fils d'Isis et Osiris, et son oncle Seth vient prolonger la lutte pour le pouvoir entre ce dernier et Osiris. Elle prolonge aussi l'opposition entre Seth et son frère Horus l'Ancien, originaire du Delta et donc antinomique du dieu du désert. Alors, le dieu du désert ici, qu'est-ce qu'il peut me dire qui c'est? Qu'est-ce qu'il peut me dire qui est le dieu du désert là? C'est Seth. C'est Seth, exactement. Donc Seth est le dieu du désert, le dieu de l'endroit aride où il ne pleut pas, où c'est la sécheresse, etc. Donc vous voyez, le dieu Seth est assimilé à la région aride, à la région où il n'y a pas de verdure, à la région où on ne mange pas à sa faim, etc. D'accord? Donc je continue. D'où certaines interférences dans quelques récits. Ceux concernant Horus l'Ancien préfigurent en quelque sorte ceux qui mettent en scène Horus, fils d'Osiris. Là, je voudrais juste vous préciser que
En fait, Horus, qui est fils d'Isis et Osiris, est un peu comparé ici au, au cinquième personnage de, des dieux qui composent les 5 jours épagomènes dont on a parlé. Les 5 jours épagomènes qui sont les 5 jours pour compléter les 360 jours de l'année, pour faire qu'une année fasse 360 jours de l'année, pour permettre qu'une année fasse 365 jours. Et ces 5 jours épagomènes correspondent à ce qu'on avait vu, à Osiris, à Seth, Isis, Nephthys et Horus l'Ancien. Donc Horus l'Ancien, à ne pas confondre avec l'Horus le Fils. Donc c'est juste cette précision qu'on fait dans ce paragraphe. On retrouve des éléments dans différents documents, c'est-à-dire le texte des sarcophages, le livre des morts, le papyrus de Juminac, ainsi que dans un conte du XIIe siècle avant notre ère, dont il existait des versions antérieures. On en connaît une dès le Moyen Empire. Ces divers récits attestent l'acharnement de Seth et la ténacité d'Isis à défendre la mémoire de son époux, et par là, l'héritage de son fils. Ils témoignent aussi du fonctionnement tatillon et de l'esprit procédurier de l'Assemblée des dieux, l'Inéade qui n'en finit pas de débattre et d'osciller entre les deux prétendants à la succession d'Osiris. Là, on est en train de nous dire que les histoires se racontent de génération en génération et montrent, et montrent l'esprit un peu procédurier de l'Assemblée des dieux. Et parce que, en fait, ces histoires qui se racontent de génération en génération n'arrivent pas, en fait, à trancher sur qui va prendre la possession du pays. Donc, on dit ici qu'il n'en finit pas de débattre et d'osciller entre les deux prétendants à la succession d'Osiris. Puisque Osiris étant parti, le trône étant vide, il faut un successeur. Donc, Seth souhaite prendre la place d'Osiris et Horus dit que non, c'est lui le successeur de son père qui doit être sur le trône. Donc là, ça crée un débat, ça crée des rivalités pour occuper le trône. Donc c'est de cette histoire qu'il s'agit dans ces passages qu'on va lire aujourd'hui. Enfin, il souligne les règles de transmission du pouvoir, prototype de celles en vigueur dans la société pharaonique. Donc en fait, cette histoire-là que l'on vient de lire n'est que en fait un récit pour montrer la façon dont on met en place des règles pour la transmission des pouvoirs en pays pharaonique, en pays d'Égypte. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que j'avance pour qu'on ne traîne pas trop en fait. Si vous avez des questions, des interpellations, des choses que vous n'avez pas compris, arrêtez-moi pour qu'on puisse en discuter. D'accord? Donc, je continue. L'acharnement de Seth. Horus, fils d'Isis et d'Osiris, avait grandi loin de tous, caché parmi les roseaux et les papyrus du Nil, en des lieux jalousement gardés par sa mère. L'enfant Horus, aussi connu sous le nom d'Harpocrate, est assis dans un fourré de papyrus des marécages du Delta, sous la garde de Ouadit plutôt, Ouadit, déesse cobra de Basse-Égypte. Ouadit, c'est ce que nous on appelle Oudjat, l'œil d'Oudjat, et on voit ici Oudjat qui protège Horus le fils. D'accord? Donc, Oudjat
déesse cobra de basse époque, posée en haut à gauche, qu'on voit là, sur une touffe de papyrus. Il est représenté selon les conventions habituelles, utilisées pour signifier l'enfant nu, portant la mèche de l'enfance sur le côté de la tête, la position des bras baissés est celle de la faiblesse. Il porte au front l'uréus, l'identifiant comme roi. Donc je reviens, c'est sur le papyrus de Jumilla, planche 2, première vignette. Je reviens sur la caractéristique d'Horus le fils. On nous dit qu'il est en position accroupie, selon les conventions habituelles. Il est représenté nu, donc portant une mèche sur le côté. Donc c'est comme ça qu'il représente les enfants. La position bras baissés, on voit ici les bras baissés pour dire qu'il est en position de faiblesse et avec la protection de l'uréus sur la tête pour signifier que c'est un enfant roi. Donc si vous voyez des iconographies comme ça, de l'enfant nu ou ayant les bras descendus, c'est pour vous montrer que c'est un enfant à protéger, il est faible. Donc il doit être sous la protection de quelqu'un et il a l'uréus sur la tête. Donc c'est un pharaon, c'est un successeur normalement de pharaon. Rien en effet ne semblait pouvoir l'atteindre, car Isis veillait sur lui avec un amour d'autant plus féroce que la conception avait été difficile. On se rappelle de la façon dont la conception a eu lieu. Alors c'était du miracle, quelque part. L'épouse d'Osiris vouait un dévouement sans limite à leur fils. Sa présence lui rappelait son amour, et Isis espérait qu'Horus, son bel enfant, aux yeux lapis, qui lui donnait un regard bleu profond, vengerait un jour l'acharnement dont son père avait été victime. Donc là, on présage déjà ce qui va se passer dans les pages à venir. C'est-à-dire que Horus va essayer de venger son père Osiris. Elle n'avait toutefois pu garder secrète la naissance d'Horus. Et quand Seth apprit qu'Osiris avait engendré un fils par-delà la mort, il entra dans une telle rage qu'une tempête de sable brûlant traversa le désert, desséchant les yeux et les narines. Donc là, on voit la manifestation de Seth en voyant le vent sec du désert et qui desséchait les yeux et les narines des humains. Aussitôt, il reporta sur Horus la jalousie et la haine qu'il avait jadis vouée à Osiris et à leur frère Horus l'Ancien, dont le nouveau-né portait le nom. Donc déjà, Seth était en conflit avec Osiris et Seth l'Ancien, et Horus l'Ancien. Et donc là, il vient de se rendre compte que Osiris était décédé, mais qu'il avait engendré un fils. Et dans la tradition, le fils devait succéder au père. Et donc, il a bien compris ça. Il a bien compris que le trône pouvait lui échapper. Donc, il est rentré dans une colère noire. Donc, une fois Seth avait cru venir à bout de son frère Horus, un jour, en effet, il s'était transformé en porc noir et lui avait donné un coup l'atteignant au niveau de l'œil. Le coup avait été si violent qu'Horus avait perdu connaissance. Mais Rê veillait et il ordonna aux dieux d'étendre Horus sur son lit où il reprit peu à peu connaissance. Leur soulagement fut grand car tous aimaient Horus. Et c'est d'ailleurs depuis ce jour-là qu'il exècre
le porc. Donc on nous raconte ici qu'une fois, Seth avait cru venir à bout de son frère Horus, c'est-à-dire dans le passé déjà, hein, dans le passé. Mais en fait, Horus l'Ancien n'était pas mort, n'était pas mort. Et les dieux ont constaté avec soulagement que il était toujours vivant. Et on nous dit par ce petit paragraphe-là que c'est depuis ce temps que les Égyptiens anciens exècrent le porc. Ré examina l'œil d'Horus. La blessure était importante. Afin de vérifier s'il pouvait toujours voir, il dit à Horus: jette donc un regard sur ce trait avec ton œil malade en cachant l'autre de ta main. Ce que fit Horus. Il ne voyait plus rien. Consterné, il s'écria: Mahedj, je vois tout blanc. Et par ces mots, il créa l'oryx Mahedj, qui devint un ennemi d'Horus. Son œil mutilé, il ne voyait effectivement plus. De son œil mutilé, il ne voyait effectivement plus. Ré fit alors appel au dieu Thoth, dont la connaissance permit à Horus de recouvrer la vue. L'œil blessé devint ainsi, grâce à l'intervention de Thoth, l'œil Ujat, l'œil guéri. Il en est ainsi de la lune, cet œil dans le ciel qui s'affaiblit au point de disparaître avant de reprendre sa forme pleine d'œil Ujat. Donc là, on nous renvoie encore à de la cosmogonie, puisque quand on parle de l'œil Ujat, quand on parle de l'œil de l'Horus ancien, là, on parle un peu de la lune, cet œil du ciel qui est un peu pâle et blanc et qui disparaît et puis qu'à un moment donné réapparaît dans son entièreté. Là, on vous parle de cosmogonie, là. Par ce paragraphe-là, on vous parle de cosmogonie. Vous voyez? Et moi, j'ai même cette première partie-là où on nous dit, je vais revenir un petit peu en arrière, on nous dit que là où il a caché la main, un œil, et puis il a. Alors je vais reprendre ici. La blessure était profonde et afin de l'examiner, etc. Euh, euh, Ça me rappelle quand on vieillit un peu, quand on vieillit et qu'on ne regarde plus bien les lignes, on demande de cacher un œil et d'observer une ligne devant soi. Et quand ça se déforme et que c'est un peu flou, on dit qu'on est atteint d'une maladie, là, je me rappelle plus. Mais ça me rappelle, cette partie me rappelle un peu ça. Donc, en fait, de l'histoire de l'œil mutilé, on veut nous parler de la lune qui change de forme et qui devient un œil complet dans le ciel, euh, par ses lunaisons. Donc, c'est un peu ce passage-là qui nous retrace ça. Désormais, Seth n'aurait qu'un but, éliminer à son tour cet enfant qui s'interposait entre lui et ce trône du double pays auquel il aspirait tant. De même qu'il avait réussi à retrouver le corps d'Osiris, il entreprit de découvrir la cachette d'Isis. Donc Seth se met en quête, puisqu'il a entendu parler de la présence du fils d'Osiris, il se met en quête d'aller découvrir la cachette où la maman Isis avait caché son fils.
Ce fut difficile. En effet, Isis déplaçait régulièrement l'enfant pour brouiller les pistes au cas où Seth, ayant appris sa naissance, retrouverait sa trace. Déesse magicienne, elle changeait souvent l'apparence de son fils pour mieux confondre son ennemi, et elle réussissait en cela, si bien qu'une fois, il lui arriva de ne pas le reconnaître, tant la métamorphose fut réussie. Inquiète et désemparée, elle se rendit auprès de Thoth, auquel il demanda de l'aide. Ce n'est qu'avec des questions, en nommant son fils et en rappelant ses attributs, qu'elle put enfin le retrouver. Donc on voit l'intervention de Thoth à plusieurs reprises, puisque ce Thoth Djéouti est le maître de la connaissance, et quand on a un problème, on va le voir. Et c'est Thoth qui vient de dénouer encore l'énigme auquel était confronté Isis. Un jour, à force de patience et de ruse, ayant exploré toutes les sinuosités du delta et chacune des îles du fleuve, Seth découvrit le lieu. Quelque temps plus tard, après un essai infructueux, il parvint à déjouer l'attention d'Isis. Dès qu'elle fut éloignée, Seth envoya un scorpion qui, rampant sur le sable, s'approcha de l'endroit où jouait l'enfant, insouciant. On vous avait dit qu'il était faible, l'enfant. Insouciant sur le sable blond. Curieux sans crainte, il examina l'animal. Tendit-il la main pour la saisir? En tout cas, le scorpion le piqua. Le venin agit avec la rapidité de l'éclair, et Horus s'effondra, terrassé par le mal. Rien ne semblait pouvoir le sauver. Donc Seth avait encore réussi son coup. Il avait envoyé un scorpion à Horus. Le scorpion avait injecté son venin dans le corps de l'enfant qui s'effondra. Alors quand Isis découvrit le corps de son fils, elle poussa des cris terribles de désespoir et de rage, les cris d'une mère qui croit voir son enfant mort sont insoutenables. Donc imaginez la scène. Une maman qui vient voir son fils qu'elle croyait mort ou qui était mort. Donc vous voyez la douleur que ça peut avoir chez une maman. Donc c'est ce qui est décrit ici. Quand de surcroît, cette mère est une déesse, elle écorche de leur douleur l'univers entier. Donc j'imagine la scène. Ce que je suis en train de lire depuis tout à l'heure, on pourrait en faire un film, tellement c'est romancé en fait. Ces plaintes bouleversèrent les dieux. Lorsque Ré sut ce qui était arrivé à Horus, il envoya Thoth sur terre. Encore Thoth, encore Djéouti. Sa sagesse et son savoir purent déjouer les sombres desseins de Seth, et les yeux d'Horus s'ouvrirent de nouveau à la lumière. Donc je vais m'arrêter là, et j'aimerais avoir votre sentiment sur ces premiers paragraphes qu'on vient de lire. Parce que bon, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Bah, je sais pas trop, ça m'inspire pas grand-chose. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est avec Horus ancien et l'autre Horus, j'ai pas trop compris. D'accord. Ok. Donc, toi, tu n'as pas compris l'histoire entre Horus ancien et il y a un petit écho, je crois. Je sais pas. Euh, tu n'as pas compris l'Horus ah, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas compris l'histoire entre l'Horus ancien et
Le russe, c'est ça? Oui. Il y a un petit écho, je sais pas trop d'où ça vient. Ça va mieux? Non, mais là, cette partie-là, je sais pas ce qui se passe, hein. Cette partie-là, c'était juste pour montrer que quand on parlait de l'Horus ancien, qui est décédé sous les coups de Seth, qui s'est transformé en porc noir, qui avait donné un coup à un Horus, en fait, c'est de l'Horus ancien qu'on parlait, puisqu'on parle de son frère, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai bien fait de vous rappeler que dans les 5 jours épagomènes, donc dans les 5 Nétérous premiers, il y avait un Horus qui s'appelait Horus l'Ancien, qui était le frère d'Osiris et le frère de Seth. À ne pas confondre avec l'Horus, le fils. C'était cette précision qu'il faisait en fait. Est-ce que ça va? Parce que quand on parle d'Horus, en fait, il faut distinguer Horus l'Ancien de l'Horus le fils. C'était cette distinction qu'il faisait. Une autre question? Moi, j'ai un peu l'impression que Todd, c'est un peu le médecin des dieux, non? Eh ben, le médecin, oui, ben on a vu Thoth. Vous vous souvenez de Thoth ou pas? On a vu Thoth dans son entièreté. C'était le, le maître de la connaissance, le maître de beaucoup de choses. Le savant par excellence, c'était Djéouti. Tu as bien raison. C'est le médecin de tous les dieux. C'était je dirais, l'encyclopédie de tous les dieux. Il connaît tout. Il a le savoir. C'est lui qui, de mémoire, a inventé les mathématiques, la physique, l'astronomie, la lecture, tout. Il a tout inventé, de Djéouti. Vous vous souvenez de Djéouti quand on l'a abordé dans les savants de l'Antiquité? On a commencé par Djéouti. Et Djéouti, c'était vraiment le savant par excellence. Et d'ailleurs, on en a eu la conclusion que, en fait, Djéouti, c'était pas le nom d'un seul. C'est un dieu par le fait que il rassemble toutes les connaissances qu'il y avait à l'époque dans l'Antiquité, parce que les savants, les scribes, reprenaient de génération en génération tout ce qu'ils découvraient, ils reprenaient ces connaissances-là et ils signaient sous un seul nom, celui de Djéouti. Donc, Thoth, c'était le savant polyvalent par excellence, si vous vous souvenez. C'est ce qu'on avait dit sur lui. Ça va? D'autres questions sur ces paragraphes-là? Et là, on commence à rentrer dans la rivalité entre Seth et Horus le fils, hein, mais il y a une petite référence à Horus l'Ancien, tout simplement. Mais c'est de Horus le fils qu'il s'agit dans cette histoire-là. Ok, ben s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir avancer. On avance donc. Et n'hésitez pas à aller dans les supports que je vous avais partagés, hein, puisque Djéouti, par exemple, comme on l'avait abordé, il y a une synthèse sur lui dans notre groupe et les supports que j'avais créés pour ça. D'accord? Donc, j'avance. L'éducation d'Horus. L'éducation d'Horus. Grand et beau, lumineux et vif, Horus avait grandi dans l'isolement protégé par sa mère. Mais il était temps que son père soit présent à son côté
pour parfaire son éducation et le préparer à son destin de roi. Osiris, qui régnait sur les ténèbres, parce qu'on avait dit qu'Osiris était parti, régnait dans le domaine des morts, pour juger les morts. Donc Osiris revint de l'Occident pour séjourner de nouveau sur Terre auprès de son fils. Et l'Occident, ici, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était là où le soleil se couche. D'accord? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et l'Occident est considéré comme l'endroit où Osiris partait affronter les ténèbres pour ressusciter chaque matin. Ouais, ça fait référence à ça. Et l'Occident, aujourd'hui, c'est marrant parce que si on fait une analogie, l'Occident aujourd'hui, pays des morts, c'est comme si tous ceux qui sont en Occident sont dans une région où la vie est moins, comment dirais-je, le soleil n'est pas là. Vous voyez, le soleil, il est plutôt en Afrique, hein. Il est plutôt sous les régions un peu tempérées. Et l'Occident, c'est le pays où il y a moins de soleil. Un peu, c'est ce que ça voudrait dire, ça. C'est le pays des morts. Les anciens Égyptiens considéraient l'Occident comme un endroit fréquentable, on va dire. Le jeune garçon avait grandi avec l'idée de venger son père et sa mère. Et plus les années passaient, plus il était déterminé. Il serait le vengeur de son père, le soutien de sa mère. Son impatience croissait. Il était temps de lui enseigner les arts de l'intelligence et du combat, afin qu'il pût un jour vaincre Seth. Donc depuis son enfance, Horus était préparé à se battre contre son oncle. D'ailleurs, je vous avais dit que à l'issue de cette lecture, on regardera quelques passages du Roi Lion et j'aimerais vous demander un exercice à ce sujet, dont je vous le donnerai, pour que vous notiez en fait tous les éléments de référence que vous pourrez trouver dans ce film-là par rapport à l'histoire d'Osiris et Isis et de Seth. On fera cet exercice-là, ce sera intéressant. Le père et le fils se retrouvaient donc pour des joutes durant lesquelles, complices, ils mesuraient leurs forces et échangeaient leurs réflexions. Le jeune Horus était puissant et agile, il apprenait vite. On met en scène là l'histoire entre le père et le fils, comment un père doit éduquer son fils. Sa réflexion mûrissait aussi. Un jour, entre deux entraînements, il expliqua à son père qu'il était préférable de combattre avec un cheval plutôt qu'avec un lion. Pourquoi? Quand Osiris lui demanda pourquoi, son fils répondit: le lion est un excellent allié quand il faut se défendre, mais le cheval est préférable dans l'attaque car il déroute l'ennemi, permet aisément de le disperser, puis de l'exterminer. Horus sut alors que son fils était prêt et il regagna les rives de l'au-delà. Donc là, on voit que l'éducation d'Horus était finie parce que lui-même, il pouvait y mettre des réflexions assez poussées. Il dépassait ce qu'on lui enseignait en fait. Et il avait des propositions qui étaient pertinentes. Et donc son père a vu en cela sa maturité. Et donc il est reparti, regagner les rives de l'au-delà. Donc Horus était prêt à combattre Seth. Ça va? On continue. Donc là, on va rentrer dans la rive. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Non. Ok. Donc on va rentrer dans la rivalité
de Seth et d'Horus. Donc on a vu Isis a caché l'enfant, l'a chouchouté, l'a materné, puis après son éducation, son père est venu parfaire son éducation et a considéré maintenant qu'il était prêt, puisque lui-même, il pouvait raisonner et émettre des idées. Là, on va rentrer dans la rivalité entre Seth et Horus. Jeune, doté de la force de l'intelligence et de la beauté de ses parents, Horus se sentait prêt à monter sur le trône. Mais Seth aspirait lui aussi à succéder à Osiris. Chacun considérait ses droits comme légitimes. Alors, qui est légitime entre le fils et le frère pour monter sur un trône? Ça, c'est une question. Encore aujourd'hui, c'est des codes dans les royautés, c'est des codes qui doivent être respectés. Et quand il y a une codification, il ne faut pas venir la mettre en désuétude parce que nous, on a une envie. C'est-à-dire, il faut respecter les règles et les codes. Et là, visiblement, il y avait une tension entre le frère et le fils pour le trône. On va voir qui va gagner. On continue. Chacun considérait ses droits comme légitimes. Ils en appelèrent donc aux dieux qui se réunirent en assemblée pour examiner les revendications de l'un et de l'autre. Donc, ce n'était pas encore tranché. Donc, les dieux se sont réunis pour examiner les revendications de l'un et de l'autre. D'un côté, ce jeune dieu, fils du beau souverain au teint brun, qui avait régné sur le double pays. De l'autre, ce dieu pâle du désert, traite et violent, mais dont la force permettait à Rê de triompher du serpent Apophis. Les dieux étaient très embarrassés. Donc il y avait là deux forces en ballottage. Un jeune dieu beau, souverain, qui ressemblait à son père, qui avait déjà régné sur le double pays, c'est-à-dire la haute et la basse Égypte, et de l'autre, le dieu pâle du désert, qui est violent, on l'a vu, qui est orgueilleux, qui est jaloux, etc., et qui avait la force. Néanmoins, et sa force permettait à Rê de triompher du serpent Apophis. Alors là, je m'arrête un petit instant là. Ce passage-là qui nous dit que Seth aide Rê à triompher du serpent Apophis, est-ce qu'on l'a déjà abordé? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, j'en ai déjà entendu parler Oui, bah, dis-moi. que Seth, eh ben, il combattait le serpent Apophis pour, avec Horus, je crois, pour, ah non, avec Rê, pour, et ça faisait un truc avec jour et nuit et tout ça, combattait sur un bateau, je crois. C'est ça. Combattait sur un bateau. C'est la barque solaire. Effectivement, Rê navigue dans sa barque solaire et il est attaqué par Apophis. Il est attaqué par Apophis qui essaie de renverser sa barque. Et celui qui le protège de Apophis, c'est Seth, par sa force. Et donc, on a des dessins où, effectivement, on voit la barque de Rê, sa barque, et on a un serpent qui entoure la barque ou qui est en dessous de la barque. Et on voit un personnage sur la proue avec une lance qui essaie de planter la lance dans la bouche du serpent Apophis. Ce personnage, c'est Seth. Donc là, on est en ballottage entre un jeune dieu qui
logiquement, aspire à prendre la place de son père, et un ancien qui dit non, moi j'ai la force, je peux protéger le royaume, je peux protéger le soleil. Donc là, je peux protéger le pharaon, puisqu'on a vu que le pharaon, je veux dire, la représentation de Ré sur Terre, on va dire quelque part. Donc là, on a un ballottage de fonctions. Et les dieux, ils étaient embarrassés. Qu'est-ce qu'ils vont choisir dans ces deux-là? Alors, comment trancher? On continue. Donc, comment trancher? Lequel préférer? Alors, moi, je vais vous poser la question. Si c'était vous qui devez trancher, vous êtes là, vous êtes un collège de Dieu, là. Dites-moi, qu'est-ce que vous tranchez, sur qui vous vous positionnerez? Parce que le procès s'enlisa durant, attends, le procès s'enlisa durant, combien on a dit? 8 décennies. Ça a duré 8 ans. Ça a duré 80 ans, autant pour moi. 8 décennies, ça a duré 80 ans. Bah donc, nous on ne va pas trouver la solution en 10 minutes, mais j'aimerais bien avoir votre opinion. Si vous aviez à trancher, vous diriez quoi? Je vous laisse la parole. Moi, je dirais qu'on devrait trancher sur Horus, parce que c'est le fils de Osiris, et du coup, bah, Seth, il est déjà de la même génération que Osiris. Du coup, il faut passer à une génération plus jeune. D'accord. Ok. Donc, les jeunes pour toi. Parce que les vieux, voilà. Ok. Donc ça, je note ton intervention à dévaler, qui est pertinente, hein. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a ce genre de débat, hein. Or, souvent, on va vous dire, les vieux, ça a de l'expérience. Alors, qui d'autre veut intervenir? Donc, Adéwalé, Horus, parce que jeune, vigueur, et puis, non, mais c'est de l'ancienne génération, voilà, ils ont déjà régné. Qui d'autre? C'est pour trancher. Allez-y. J'aimerais bien avoir vos avis. Vous êtes l'assemblée des dieux, là. Il faut vous décider. Il n'y a pas d'idée? Moi, si moi je dirais aussi Horus parce que, ben, comme Adéwalé l'a dit, c'est la nouvelle génération. Du coup, ben, il va apporter quelque chose de nouveau que Seth ne saura pas apporter vu qu'il est de la même génération que Osiris. Et aussi, ben, Seth aura peut-être pas forcément d'enfants ben, du coup, de la même génération que Horus. Et vu que Horus est déjà là, bah, autant mieux prendre les plus jeunes pour apporter quelque chose de nouveau. Ok, alors toi, tu as une nouvelle vision complémentaire de celle d'Adéwalé, c'est que tu dis que Seth ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, ou n'aura pas d'enfant. C'est ce que tu dis là. Mais comment tu sais ça, toi? Bah, non, j'ai juste émis l'idée que peut-être, bah, il aura Ah, pas d'enfants parce que ça peut-être. arrive, quoi. Ah, peut-être que comme il est âgé, il n'y aura peut-être pas d'enfant, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors que Horus a plus de chances d'avoir des enfants et Aussi, oui, c'est ça. perpétue Oui, la lignée. la Bon, ben, lignée, oui. c'est intéressant. Ok, alors donc là, j'ai un débat, les jeunes au pouvoir, parce que les anciens, ils ont déjà régné, et les jeunes auront un nouveau regard sur l'avenir, on va dire. C'est un peu ça, si je résume vos interventions. Alors, personne n'est là, personne ne peut défendre les anciens. Il n'y a personne pour défendre les anciens. Oh, ouais, vous êtes tous jeunes, alors. Pour les anciens, ce serait plus pour la sagesse, vu qu'ils sont là depuis longtemps, ils ont de l'expérience comparé à Horus. Donc, D'accord. Alors, oh, merci Naëli. Tu défends les anciens. Donc, il y a l'expérience
comparé à Horus. Ils ont l'expérience et tu as prononcé un mot, la sagesse. La sagesse. Eh bien, c'est des éléments importants, tout ça. Alors, ça ne me dit pas qui, qui l'Assemblée des dieux aura décidé. Bon, en tout cas, merci de vos interventions. À moins que quelqu'un veuille le compléter. Non? Bon, en tout cas, merci de vos interventions. Le débat, on va continuer, voir ce que l'Assemblée des dieux nous dit sur ce sujet. Donc, l'Énéade, donc le procès s'enlisa et dura 8 décennies, donc 80 ans. Donc, vous voyez, donc l'affaire n'était pas si simple. Donc, l'Énéade, l'Assemblée des dieux semblait incapable de prendre une décision. Eh ben voilà, nous on est dans le même cas. Hein. Comment allons-nous dénouer cette affaire? Donc on continue. Thoth, toujours fidèle aux enfants de Nout, tenta de convaincre les autres dieux qu'ils devaient reconnaître en Horus le dieu légitime. Ah bah donc Thoth est comme Thoth, là. Il dit qu'il faut prendre Horus comme dieu légitime. Il prit la couronne du double pays et l'éleva pour le présenter à Horus. Donc la couronne du double pays, vous vous souvenez de cette couronne, on en a parlé. La blanche et la rouge. On a vu cette couronne déjà. La blanche, on l'appelle Édiet, et la rouge, on l'appelle Déchret. La blanche, c'est la Haute-Égypte, et la rouge, c'est la Basse-Égypte. Donc, Thoth prend cette couronne et l'éleva au-dessus d'Horus, et le proclamait Dieu légitime. Chou, père d'Osiris, le soutenait. Donc, les choses commençaient à se préciser. Donc, Thoth, lui, il disait que c'est Horus. D'accord? C'est Horus qui doit succéder à son père. Chou, le père d'Osiris, le soutenait, considérant que les droits de son fils aîné, étaient plus légitimes que ceux du frère cadet. La justice, dit-il, doit triompher de la force. Donc, Chou, vous vous souvenez de qui était Chou? Le père d'Osiris, soutenait Thoth et considérait que le fils devait régner sur le double pays. Donc la justice, c'était pour lui, c'était ça. C'est qu'il y ait une filiation de génération en génération. Le fils succède au père, etc. Et que la justice devait triompher de la force. Ok. Vous vous souvenez de qui était Chou? Oui, Alors Chou, c'était qui? le dieu de l'air. Le dieu de l'air, oui. Et donc, Chou et qui donnait Geb et Nout? C'est un petit rappel. Chou et Tefnout. Donc, Chou et Tefnout donnaient Geb et Nout. OK? Et Geb et Nout donnaient Osiris, Nephthys, Isis et les autres. D'accord? Et donc, Chou prenait. En fait, Chou, c'était le grand-père d'Osiris et non pas le père d'Osiris. C'était le grand-père d'Osiris. Mais ici, ils nous disent que c'est le père d'Osiris. Donc, vous voyez que dans les récits, les dieux s'interchangent. Là, en l'espèce, c'est ce qu'on vient de voir. Chou, on dit que c'est le père d'Osiris, mais dans l'Énéade qu'on a vu, c'est le grand-père d'Osiris. Vous voyez, donc c'est pour ça que, en tout cas, ça veut dire quelque part la même chose, puisque c'est une question de filiation. Chou donne Geb qui donne Osiris. Et donc lui, il dit que normalement, c'est la filiation qui doit primer par rapport à la force.
Faut pas qu'il y en ait un qui sorte de la fratrie des cinq là, Osiris, Seth, Isis, Horus l'Ancien et Nephthys, pour dire je vais prendre la. C'est comme si aujourd'hui, dans la royauté, dans une royauté en Afrique, il y a un frère qui voudrait prendre la place de son frère au lieu du fils, quoi. Donc c'est exactement la même chose qu'on est en train de nous décrire là. Et donc, Chou est sur la même ligne que Tot. Ok, on continue. Donc, une exclamation de joie s'échappa des lèvres d'Osiris, donc là, d'Isis. Donc Isis était contente. Voilà que son fils allait enfin monter sur le trône. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va s'arrêter là, parce que l'histoire n'est pas finie, elle se continue, parce que les dieux n'ont pas encore fini de délibérer, mais en tout cas, à ce stade, la voie va plutôt vers Horus pour remplacer son père Osiris. Donc on va arrêter là parce que si on continue, on n'a pas fini avant 13 heures. Donc j'aimerais respecter un peu le temps et vous laisser vaquer à d'autres occupations. Donc l'histoire s'annonce passionnante. D'ailleurs, en tout cas, moi je la sens passionnante. Et nous-mêmes, on n'a pas tranché, les dieux n'ont pas tranché. On verra ce que l'histoire nous dit par la suite. Ok. Donc on va conclure. Qu'est-ce que vous avez pensé donc globalement de cette partie-là qu'on a vue aujourd'hui? Je vous laisse réagir un petit peu avant qu'on ne se sépare. Est-ce que d'abord vous avez compris ce passage? Oui. À quoi ça vous renvoie et qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, moi, enfin, c'est pas que ça m'inspire quelque chose, mais j'ai compris l'histoire quand même. Ok. Donc si tu dois le transposer dans la vie courante ou de ce que tu connais des royautés en Afrique, c'est quoi? Bah, je sais pas trop, mais je sais que dans l'histoire, enfin, c'était un jeune et un vieux, on va dire, qui Mhm. se battaient pour la place du trône, pour savoir qui allait être au trône du coup. D'accord. Mais en fait, cette histoire-là, en fait, c'est un concept qui se retrouve, hein. Vous le retrouvez dans certains romans d'Amadou Hampâté-Bâ. C'est-à-dire que si vous vous intéressez un peu à l'Afrique, vous verrez qu'il y a des choses, des codes qui se transmettent. Et ça vient de très, très, très loin, en fait. Ça vient de très, très loin. Parce que ces récits-là dont on prend connaissance, c'est des récits qui ont 4500 ans, qui ont 3500 ans, vous voyez? C'est des récits qui existaient, on l'a vu dès le départ, qui étaient déjà dans les temples, qui étaient dans les livres des morts, sur des papyrus, vous voyez, les textes des pyramides, les textes des sarcophages et les textes du livre de la sortie, du livre des morts. En fait, on l'appelle abusivement livre des morts, mais c'est le livre de la sortie au jour de l'âme justifiée du défunt. Et c'est des livres qui parlent, en fait, de la civilisation négro-égyptienne, de la façon dont les anciens Égyptiens voyaient le monde. Et donc c'est assez profond comme histoire, avec plein, 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 plein de codes. Donc voilà, ok, ben c'est parfait. D'autres interventions? Pour le passage de la fin, c'est comme pour la royauté en monarchie. Enfin, c'était un truc de légitimité, enfin, de droit de naissance, lors de C'est naissance plutôt. c'est ça. Et
après, je résume un peu tout. On peut voir encore une jalousie de Seth, vraiment un acharnement contre Horus. Et Mhm. après, une sorte de vengeance, une haine d'Horus depuis qu'il est petit envers son oncle. Et après, Mhm. voilà, là, bah, une sorte de bataille, on va dire, pour le trône entre Ouais, son oncle et ses ouais, fils. c'est ça. Lutte de pouvoir, tu dis. Hmm. Lutte de pouvoir, de légitimité, qui est légitime par rapport à quoi, etc. Parce que dans les organisations, il y a des règles, il y a des codes, et puis des fois, il y en a qui veulent transgresser les règles et prendre le pouvoir, malgré tout. Et il se trouve que là, ben, c'est entre un fils considéré comme légitime et puis un oncle qui dit que non, c'est lui qui est légitime. Bien, en tout cas, bon, vous avez compris le fond. Sur un fond quand même d'une cosmogonie. Parce que ce qu'on est en train de vous décrire là, c'est le ballet comment dirais-je, du soleil, de la lune, des éléments, notamment on va parler aussi du désert, etc. Hein. Vous voyez, il faut aller chercher très loin aussi les ramifications, d'accord? Bon, en tout cas, c'est parfait. On va continuer la prochaine fois ben, sur cette histoire pour voir à qui va revenir le trône finalement, hein. D'accord? Mais à ce stade, Iris est contente parce que au moins deux des dieux ont tranché en la faveur de son fils. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous laisse encore la possibilité de réagir. N'hésitez pas les autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Moi, ça... Vas-y, c'est qui? c'est Eva. Vas-y, va. Bah, je trouvais que la dernière histoire, enfin, vers la fin, c'était assez captivant. On a envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Et ça me faisait, enfin, ça fait penser au Roi Lion aussi, du coup. Ça fait penser à quoi? Ouais. Au Roi Lion, enfin, Au- ça revient à au- l'histoire du Roi Lion. Ouais, ça fait penser au roi lion, tout à fait, tu as raison. Et c'est pour ça que j'avais dit on allait finir, en fait, quand on aura fini Osiris, Horus et Seth, on va revoir deux ou trois extraits du roi lion. Et ce serait intéressant, je vous le donnerai en exercice, de pointer tous les éléments, les codes qu'ils ont pu mettre dans le roi lion qui rappellent en fait cette histoire d'Osiris et Isis. C'est bien, oui. Ok, Charis, tu es là, tu nous as suivis, tu veux dire quelque chose? Oui, bah non, moi j'ai tout compris, du coup je me tais. D'accord. Bon. Ok, mais ok. Et Willy? Il y a Willy, Alex, Jania. Je vous ai pas entendu, vous. Bon, en tout cas, j'ai rien à dire. Jania. Bon, tu n'as rien à dire. Donc ça va. Ok, bah Alex non plus alors. Donc, ok. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Donc ça va être les vacances pour beaucoup de gens, je pense, ou pour tout le monde. Donc dimanche prochain, on va essayer d'avancer et voir si on va terminer cette partie-là sur Seth et Horus. Et on va voir j'espère, le dénouement. Parce que l'histoire, elle est un peu longue quand même. Peut-être qu'on va sauter certaines parties. Et je vous donnerai donc dimanche prochain le lien que j'avais trouvé pour le film du Roi Lion avec les deux extraits que j'aimerais que vous voyiez. Bien, écoutez, bonne semaine à tous et Matondo, Yadogo, Au revoir. au revoir. Au revoir, puis, on y va.
Mon dimanche. Mon dimanche.